Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour mon point lecture du mois de janvier 2021, dont j'ai énormément de livres à vous présenter. Donc ce sera un point lecture en deux parties parce que j'ai lu 17 livres ce mois-ci, je crois. Bon, il y a beaucoup de BD parce que je me suis fait ma relecture de Lou et tout, mais donc sans compter les BD doubles en fait, les suites de saga, j'ai 12 livres différents à vous présenter, sauf que je ne peux pas vous présenter 12 livres en une vidéo, donc je vais vous en présenter 6 ici, et 6 dans une vidéo qui arrivera prochainement. Déjà je voulais vous dire, si c'est pas le cas, si vous y êtes pas déjà, je suis aussi sur TikTok et sur Instagram où je suis beaucoup plus active. Et si vous êtes intéressé par des livres, des pochettes à livres, des marque-pages brodés, tout ça, n'hésitez pas à venir voir sur mon Vinted. Et notamment en ce moment je fais des petites pochettes assez simples en fait, voilà, mais brodées avec ce que vous voulez dessus. Donc voilà, moi ça me ferait plaisir parce que ça m'aiderait de peut-être me financer un trépied vu la pile de cartons que j'ai devant moi. Donc j'ai envie de dire heureusement que je garde tous les cartons quand je reçois quelque chose, parce que sinon je sais pas ce que je vais devenir, ou sinon je vais payer quelqu'un pour tenir la caméra, vous savez. Alors pour mes lectures de janvier, on va pas du tout faire dans l'ordre des livres que j'ai lus, on va faire dans l'ordre sur lequel elles apparaissent sur Babelio, parce que je rentre toutes mes lectures sur Babelio, chose que je ne faisais pas les années précédentes. Je le fais cette année, c'est nouveau, 2021, nouvelle Brenda. Je vous présente donc d'abord Anthologie de la poésie française de Villon à Verlaine, donc publié chez Le Livre de Poche. Et donc on va retrouver tous ces poèmes, on va retrouver plein d'auteurs. Voilà, grosse déception entre de gros guillemets, c'est-à-dire que tous les auteurs qu'on connaît, Hugo, Lamartine, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, bref, vous avez saisi tous les romantiques, post-romantiques, tout ça, et ben il y a leurs poèmes en long, en large et en travers. Il y a un truc genre, je crois, il y a 7 ou 8 pages d'Hugo. Comme si on ne connaissait pas assez Hugo. Et par contre, des poètes comme Clément Marot par exemple, que moi personnellement je lis rarement ses poèmes, et ben il y a une demi-page de poèmes de Clément Marot. Donc bon, ça aurait été un peu plus intéressant, je pense, de nous mettre des poèmes pas forcément les plus connus, parce que justement on les connaît tous, mais de faire un minimum en part égale, quoi. En 10 pages d'écrits, de poèmes écrits, parce qu'avant c'est la préface, on arrive aux années donc 1700 et quelques. Voilà, et après le reste c'est de 1700 à du coup 1800, 1900. Donc bon, je trouve ça un peu dommage parce que la poésie française ne se limite pas à Hugo, à Verlaine, à Baudelaire, à Lamartine, bref il y a autre chose. Et bon, voilà, Verlaine je le connais, on l'étudie en cours assez depuis le début de l'année pour que je me retrouve à lire ça. Bref, en tout cas c'était une lecture assez distrayante. J'ai appris quelques poèmes, mais bon, même dans... En fait, le truc, c'est qu'ils vous mettent vraiment que des poèmes ultra connus, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de poèmes que j'ai découverts. J'ai ensuite lu Batouala de René Maran, donc le premier roman nègre qui a été publié chez Gallimard et qui a eu le prix Goncourt en 1921. Donc René Maran est un homme des colonies françaises. Bref, c'est un homme en quelque sorte éclairé du point de vue des colons, et il a écrit en 1921 Batouala. Donc dans Batouala, on va se retrouver donc dans les colonies noires françaises, donc c'est-à-dire les colonies subsahariennes, je sais plus si ça se passe en AOF ou en AEF. Batouala, donc qui est notre héros, et je pourrais pas vraiment vous faire un résumé parce que l'histoire est un peu bizarre. Il a sa femme principale, et en fait sa femme principale veut coucher avec le petit jeune de la tribu. Comme ça lui prend, elle a envie. Bref. Et du coup elle va aller coucher avec le petit jeune de la tribu, sauf que Batouala ne veut pas. Bien entendu, il va pas dire bah oui je veux qu'elle aille coucher avec le petit jeune de la tribu. Bref, parce que c'est sa femme. Et du coup voilà, il va. C'est un peu l'histoire, et voilà, autour de ça, autour de rites un peu qu'on pouvait retrouver à l'époque là-bas. En Afrique, et c'est surtout en fait une grosse dénonciation du colonialisme, et en fait c'est des petites piques, des petites vannes, en fait on sait pas vraiment ce qui est véridique dans ce qu'il dit dans son livre, parce qu'en fait on se rend vite compte que la moitié des choses sont tournées à la dérision en disant que les Français voient cela comme ça, mais en fait c'est pas le cas quoi. Genre à un moment donné il dit si tous ceux qui n'étaient pas européens étaient bêtes,
et ben alors il y aurait pas beaucoup d'Européens quoi. Genre j'étais mort de rire, genre j'étais là en mode mais il est trop drôle ce gars. Bon d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est pas fait trop aimer même du parti des partis gauche alors qu'ils étaient plutôt anticolonialiste entre gros guillemets. Du coup bref, ce roman n'a pas eu un franc succès, enfin si, il a eu le prix Goncourt quand même, mais enfin voilà, ça a été compliqué. Mais bref, c'est pas forcément un roman que je vous recommanderais de lire parce que voilà, c'est un peu compliqué, il y a des mots très compliqués, comme je vous dis, on comprend pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux dans son histoire, on comprend pas ce qui est du rite abusé pour que les Européens croient que c'est comme ça et ce qui est réel. Donc en fait je trouve ça assez dommage, c'est le seul point négatif que j'avais à ce livre et c'était un peu long à lire je trouve pour ce que c'était. Alors tout début janvier j'ai lu Phèdre de Racine, donc publié chez Larousse, alors je sais pas vous, mais moi en ce moment Bérénice je la mange tout cru, j'en peux plus, j'en mange à tous les repas du Bérénice, bref c'est comme du Verlaine, j'en ai marre. Mais je me suis dit peut-être Brenda il faudrait que tu relises tes Racines, parce que bah, j'avais lu Phèdre à un moment donné, je crois, comme ça, je crois avoir lu Andromaque, peut-être sur un malentendu, peut-être Médée, je l'ai lu aussi sur un malentendu, bref, je m'en souviens plus du tout. Phèdre, c'était celle dont je me souvenais le plus. Voilà, Hippolyte, amoureux, machin, truc, bref, je vous fais pas le speech, c'était un peu long. Dans mon souvenir, c'était pas aussi long, genre, je sais pas. Il y avait quelque chose qui m'a... En fait je pense que c'est le fait que je connaissais déjà l'histoire, je le connaissais déjà bien. Et voilà, peut-être que si je m'en souvenais plus de l'histoire, peut-être que ça serait mieux passé. Parce que là, en fait, genre je m'en souvenais de tout, il y avait même des passages où je disais, ah ouais, je m'en souviens quand j'avais lu ça, ah ouais, mais ça je m'en souviens. Mais bon, Brenda ça sert à rien. En plus, je sais pas vous, mais moi le truc que j'aime bien par contre, c'est quand je trouve long, ces petits guides, vous savez ces petits livres, et genre il y a... Toutes les 5 pages, il y a un guide de lecture de 2-3 pages et je me dis allez Brenda, même s'il fait 150 pages en vérité, il en fait à peu près 100 si t'enlèves la préface et la postface, si t'enlèves toutes les pages au milieu, ça en fait 75. Bref, la grosse motivation pour lire. Bref, à lire un jour si vous n'avez jamais lu Phèdre, mais pas forcément à le relire plein de fois parce que si vous connaissez l'histoire, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai ensuite continué mon mois de janvier avec une lecture qui a été vraiment assez bonne. D'ailleurs je viens de voir que je lui ai mis seulement 3 étoiles sur 5 alors que dans mon souvenir j'ai vraiment beaucoup aimé, genre j'en garde un très bon souvenir quand même. Bref, c'est Ceux du fleuve de Marie-Laure de Cazotte, publié chez Albin Michel, donc je remercie la maison d'édition pour l'envoi du livre. Donc dans ce livre on va être en 1793, Révolution française, c'est la terreur, guerre de Vendée. Brenda qui essaie de vous faire un truc genre... Voilà, la guerre de Vendée, je sais pas vous, ça m'a toujours passionnée depuis que je suis gamine, depuis le Séni au Puy du Fou. Bref, je vous renvoie vers là si vous l'avez jamais vu. Regardez la bande-annonce du Séni, vous comprendrez mieux. Bref, et on va se retrouver donc en pleine guerre de Vendée, et on va se retrouver chez un homme qui vit en plein milieu d'une île sur une rivière. Voilà, et il va accueillir un petit garçon dont son village a été mis à feu et à sang par les révolutionnaires, donc qui sont républicains. Enfin, républicain pendant la terreur, je sais pas si on peut appeler ça républicain, bref, bon non, on peut appeler ça républicain. Et on suit en parallèle une jeune femme avec donc en gros sa bonne en quelque sorte, mais avec qui elle a des très gros liens, et en fait son mari est mort depuis quelques années maintenant et on va l'accuser de sorcellerie et de faire des trucs louches un peu, donc elle doit s'enfuir elle aussi et elle va se retrouver mêlée à tout ça. Les Vendéens étaient royalistes, ils cachaient même des nobles chez eux et du coup les républicains qui étaient au pouvoir surtout pendant la terreur n'ont pas du tout accepté ça, et pour eux c'était abominable ce qu'il fallait et du coup il fallait les éradiquer. On dit guerre de Vendée, certes il y a eu des bataillons vendéens, hein, c'est vrai, ça a été surtout un massacre. Voilà. Il y a eu des escarmouches, comme on dirait plutôt, mais on peut pas appeler ça une guerre dans le sens... c'est pas une guerre où il y avait vraiment deux fronts qui se faisaient face, en fait si, mais la plupart du temps les gens, en fait les républicains la plupart du temps arrivaient en Vendée, incendier des villages, tuer les gens comme ça, des paysans et tout, et du coup voilà, c'était pas vraiment une guerre dans le sens guerre comme vous voyez la Première Guerre mondiale. Voilà, bref c'était une horreur et je me suis dit je veux lire un livre sur la guerre de Vendée parce que j'y connais pas grand chose et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je me suis beaucoup attachée au personnage. Après ce livre a des gros défauts, c'est quelques longueurs quand même, et surtout pour des personnes qui n'habitent pas en Vendée et qui sont pas géographes, le livre va être assez compliqué à lire. Déjà il y a des phrases, j'ai pas compris.
Voilà, c'est tout. J'ai pas compris. Je comprenais même pas comment la phrase était formée. Bref. Et il y a d'autres phrases où en gros on t'explique le bocage et le machin, le truc. En fait on va commencer à t'expliquer l'agriculture de la Vendée. Avec, en te disant, oui alors, dans cette plaine alluviale, montée en bocage, le nanana et tout, bocage, il revenait toutes les pages. Bref, moi je sais ce que c'est un bocage, je sais ce que c'est une plaine alluviale, je sais ce que c'est, à certains moments, voilà, il disait un nom en particulier, et en gros, t'avais rien pour le savoir si tu le savais pas ce que ça voulait dire. Sauf que c'était vraiment des termes géographiques, hein, c'est pas des mots que t'entends tous les jours. Bref, le bocage, moi je le connais, si vous savez pas, c'est des petits champs, c'est le contraire de l'open field. Voilà. Et c'est beaucoup fait en Bretagne, pour l'élevage de poulets. Voilà, si vous voulez savoir, je vous donne des petits cours sur le bocage. Moi ça me dérange pas. Moi, franchement, ça me va. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le recommande si vous êtes intéressé par tout ce qui est guerre de Vendée, je vous dirais de vous accrocher quand même, mais si vous n'êtes pas particulièrement histoire historique, je me répète, j'en peux plus, et tout, ben peut-être que ça vous plaira pas forcément. On continue avec les femmes vikings, des femmes puissantes, donc de Johanna Catherine Friedrichsdottir, publié chez Autrement. Donc ça veut dire en fait Johanna Catherine, la fille de Frédéric. Si vous savez pas, voilà, j'ai appris ça par un gars de ma classe quand je le lisais, il m'a raconté ça. Qui est sorti il y a un moment maintenant chez les éditions Autrement parce que je l'ai reçu en service presse il y a un moment et ce livre a failli me faire tomber dans une panne de lecture. C'est-à-dire que le livre est passionnant en soi, on va nous raconter l'histoire des femmes vikings, en gros, ce qui pouvait se passer pendant les différents âges qu'elles avaient et tout, les différentes périodes de leur vie, comment c'est vu à travers les sépultures, mais à travers les contes, voilà, comment les femmes étaient représentées, un peu, et comment on pouvait imaginer que leur vie pouvait être à l'époque viking. Le souci, c'est que c'est long à lire. Mais c'est long, mais le souci, c'est que c'est pas seulement long à lire, parce que voilà, je faisais des grosses pauses, parce que il fait 400 pages, vous voyez, mais voilà, vous pourrez dire, c'est que les noms sont en scandinave dedans. Donc là, vous me dites, je comprends pas, qu'est-ce qui te dérange? Alors, c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre, vous allez voir, voilà. Par exemple, vous avez la ley de Durjorfr à cette page-là. Après, on va te parler de Gurfrjorfr Porbjarnardottir. Plein de fois elle te dit, donc par exemple elle va te raconter, souvent elle raconte des mythes et tout, et ça j'ai kiffé, elle va t'en raconter un et tout, puis elle va t'en raconter un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième pour par exemple l'enfance. Puis elle va passer au jeu de mariée. Et là, elle va commencer à te raconter la suite des mythes que t'as vus avant, mais pas forcément dans le même ordre et pas forcément tous. Et du coup moi je suis là en mode putain, tous les personnages ils ont des noms qui se ressemblent, je sais plus, alors il y avait que quand ça parlait de mythologie vraiment où là je comprenais parce que voilà, ça va, je les connais quand même les dieux nordiques, mais sinon, moi j'étais là en mode, mais c'est qui Gudrun là? Ah mais c'est, ah ben non elle c'est Hrothgar. Et en plus impossible à lire, vous voyez, c'est écrit comme ça, hein. Et du coup, voilà, et du coup, bref, grosse catastrophe, et moi je voulais absolument le lire parce que je l'ai reçu en service presse, et je voulais pas le mettre de côté et mettre longtemps à lire. Bref, au final j'ai décidé de faire ça parce que sinon ça allait être une catastrophe, j'allais arrêter de lire totalement, et c'était pas une solution en fait, et du coup je l'ai fini au mois de janvier. J'étais là en mode, oui, enfin, et en fait j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça le pire, bref, si vous êtes vraiment intéressé par les femmes à l'époque viking, je vous recommande ce livre. Mais accrochez-vous, c'est tout. Genre au pire, en fait je pense que le mieux ce serait limite de lire ce livre avec une petite fiche à côté. Vous écrivez à chaque fois le nom du personnage et un peu ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que le livre est vraiment bien, il est super bien construit, il y a des photos par exemple de tombes et tout, etc. Ce qu'on a pu retrouver dedans. L'autrice essaie vraiment de faire la part entre le mythe, la réalité, les histoires qui sont vraies entre deux guillemets, ce qu'on pouvait retrouver dans tes tombes, mais est-ce que ça concernait pas que seulement des classes hautes, est-ce que ça pouvait pas concerner des classes basses, et plein de distinctions qui étaient super intéressantes. Il fallait s'accrocher quoi. En fait rien que quand vous voyez le nom de l'autrice, ben voilà. Après c'est des trucs tout bêtes en fait, la femme s'appelle juste Johanna Catherine et c'est la fille de Frédéric. Donc, enfin de Frédéric en français, et voilà. Donc c'est assez compréhensible en soi quand on le dit comme ça, mais à l'intérieur du livre j'étais perdue. Et on finit avec Lou
j'ai fini ma relecture de la saga et ma lecture des 3 derniers tomes. J'ai beaucoup aimé relire. J'ai envie de lire la suite, mais bon, je pense que je l'achèterai pas maintenant. Parce que je veux attendre qu'elle soit trouvable d'occasion pas trop chère. Je sais même pas quoi vous dire en fait, genre je me vois mal vous présenter Lou parce que je pense que vous connaissez tous l'histoire de cette jeune fille et tout. J'ai un peu moins aimé La Cabane. Genre en fait j'ai beaucoup aimé le début de La Cabane et puis j'ai trouvé que c'était assez répétitif, c'était assez simple. Et il y avait des trucs qui sortaient de je ne sais où dans ce tome-ci, ce qui m'a assez dérangé alors que l'âge de cristal du coup comme j'ai respecté l'ordre pas chronologique des sorties mais l'ordre chronologique de l'histoire. Donc j'ai lu l'âge de cristal après la cabane. J'ai beaucoup aimé l'âge de cristal, j'ai beaucoup aimé donc En route vers de nouvelles aventures que vraiment lui j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est un de mes préférés En route vers de nouvelles aventures avec le tome 2 et le tome 4. Mais La Cabane, au début je me suis dit ouais c'est génial, on va retrouver toutes leurs amies et tout, ça va refaire un peu comme Idylle qui est un de mes tomes préférés et en fait pas du tout. En fait ça refaisait un peu les mêmes choses mais en même temps c'était... Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi et que du coup je trouvais ça super prévisible ou s'il y a certains trucs, enfin désolé mais il y a certains trucs qui avaient ni queue ni tête. Il y a une fille, alors elle a toujours aimé les garçons dans tout le truc, patati patata. Et du jour, mais vraiment, hein, d'une planche à l'autre, elle passe de oh il est beau lui à je roule une pelle à une meuf. Et genre moi je suis là en mode d'accord, genre déjà bon c'est bizarre. Et après genre ça continue, moi je suis là en mode... Et après genre... Enfin, amour de leur vie en 5 minutes ils deviennent et moi j'étais là en mode je comprends pas en fait. Pourquoi vous avez fait ça? Bref, ça c'était le point un peu dérangeant et un peu dommage voilà, de tout ça. Voilà, après en plus il y a un truc qui m'a perturbée dans ma relecture de Lou, c'est que Lou est super jeune. Dans le premier tome, elle rentre en 6ème, donc elle a 11 ans. Dans le deuxième tome, c'est ses vacances entre la 6ème et la 5ème, donc elle a toujours 11 ans. Donc dans le troisième tome, elle a 12 ans. Dans le 4e tome, elle a encore 12 ans. Et elle part en vacances avec ses potes. Et elles sont pas surveillées et tout. Et moi, mais moi je suis super choquée en fait. Voilà, en fait ça m'a vraiment perturbée quand je me suis rendu compte de l'âge qu'avait Lou. En fait c'est dans un des tomes, elle fête son anniversaire ou un délire comme ça. Et on lui dit son âge. Et là je me suis dit mais... wesh, elle est aussi jeune que ça. Genre, enfin, moi je trouve que c'est un peu irréaliste dans ce sens-là. Et je l'avais jamais vu comme ça avant. Et maintenant que je le vois, je trouve que c'est un peu irréaliste. Et en même temps, ça... parce que souvent les livres comme ça sont irréalistes. Et en même temps, je trouve que... je sais pas, il y a un peu un côté... je sais pas, il y a un petit truc qui m'a dérangée, je ne saurais pas dire. Voilà, je sais pas si c'est le côté un peu, par exemple, de la chasse aux garçons dans le 4e livre, que je vois un peu comme une chasse, où les filles elles sont un peu, ouais, en maillot de bain, avec des décolletés ou quoi, alors que si elles ont 12-13 ans, désolé, mais à 16 ans tu fais ça, ou à 17, ou à 18, mais pas à 12-13 ans quoi. Et j'avoue que c'est ça qui me dérange un peu. Bref, voilà. Bref, je vais arrêter de parler là parce que j'ai beaucoup trop parlé déjà. Vous, dites-moi ce que vous avez lu au mois de janvier. Bon, je voulais vous tourner la suite de la vidéo maintenant. Mais il est déjà 19h40 donc je vais aller à la douche. Bref, donc je sais pas quand vous aurez la suite de cette vidéo. J'espère prochainement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. D'ailleurs, mais je vous ai pas dit, ben voilà, ceux qui sont là jusqu'à là, vous pourrez me dire si vous savez ou pas. On est 500 sur la chaîne. Bon, maintenant, je le dis ça, je vais me porter malheur, il y a quelqu'un qui va se désabonner, ça va faire 499. Voilà, genre, je suis là en mode, au bout de 5 ans, on est 500. Yeah! Oh d'ailleurs, j'ai un super beau pull, c'est mon pull de promo, voilà. Bon, j'arrête de blablater, à la prochaine, ciao, merci d'être resté aussi longtemps.